Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le 3e module de ce cours qui porte sur le fonctionnement et la sécurité des systèmes informatiques. Comme aux fins de gestion des données sur des mémoires mortes, la gestion de données transmises sur un réseau impose un besoin de structure dans ces données. Imaginons en effet un signal électromagnétique arrivant d'un réseau sans aucune structure. Comment savoir si c'est un signal réel ou juste du bruit résultant de perturbations cosmiques? Comment convertir cet hypothétique signal en une suite de bits? S'il s'agit effectivement d'un signal bien réel, comment savoir où il commence et où il finit? Comment savoir d'où il vient? Comment savoir interpréter ce qu'il contient? Sans structure, autant essayer de capter et de comprendre un message extraterrestre. La suite de ce clip va introduire des concepts de base, protocoles et messages qui permettent de structurer des données transmises sur un réseau. Pour commencer, qu'est-ce qui se cache derrière le terme abstrait de protocole? En réalité, quelque chose de fort comparable à la notion de protocole dans une réunion officielle. Simplement une série de règles qui doivent être respectées pour le bon déroulement des interactions. À titre d'illustration, imaginons la situation de deux personnes qui désirent communiquer oralement dans un cas et par écrit dans un autre. Une première question est que ces deux interlocuteurs doivent se mettre d'accord sur où commence et où finit une communication. Oralement, elle est délimitée par deux silences. Par écrit, elle est délimitée par l'enveloppe d'un envoi postal. Mais qu'est-ce qu'un silence ou l'enveloppe d'un envoi en informatique? Une deuxième question est d'où vient-elle et à qui s'adresse-t-elle? Dans le cas oral, la communication va bien entendu de l'orateur à son interlocuteur. Dans le cas écrit, du signataire au destinataire du courrier. Mais comment identifier un émetteur ou un récepteur en informatique? Une troisième question est dans quel langage la communication est-elle exprimée? Oralement comme par écrit, dans un langage commun aux deux parties. Mais comment des ordinateurs peuvent-ils savoir et se mettre d'accord? Se pose ensuite la question de ce qui se passe si la communication est perturbée. Oralement, un interlocuteur peut demander « Pardon ?» alors que le destinataire d'un courrier peut se plaindre d'un courrier endommagé ou perdu. Mais comment peut faire un ordinateur en cas de telles erreurs? Et comment savoir à qui est le tour de communiquer? Oralement, c'est chacun à son tour et pas tous à la fois, quitte à lever la main. Par écrit, cela joue moins un rôle car on peut échanger des courriers simultanés dans les deux sens. Mais comment un ordinateur sourd et aveugle doit-il se comporter dans ces cas? La réponse à toutes ces questions demande la définition d'un protocole. Et tout protocole consiste en un échange formalisé de messages standardisés. Ces messages doivent tout d'abord être délimités, soit par des signaux caractéristiques appelés marqueurs sur les lignes de transmission, soit par un pointeur plus un champ donnant leur longueur, dès lors que le message est sous forme d'une chaîne de bits stockée dans la mémoire d'un ordinateur. Entre deux personnes comme entre deux ordinateurs, une communication peut cependant se composer de plusieurs messages. Par exemple, on sonne à la porte, je te rappelle, ou nous verrons cela à la prochaine leçon. Un abonnement à un journal ou un magazine suppose l'envoi de plusieurs numéros. Un envoi peut être tellement gros que l'expédier en un colis est trop lourd pour la poste. Un fichier peut être tellement long que l'expédier en un gros message saturerait un réseau. Un message informatique peut donc inclure un numéro de séquence indiquant qu'il fait partie d'un échange de plusieurs messages qui sont associés les uns aux autres. Un ordinateur doit bien savoir d'où vient et où va un message. Donc chaque message doit contenir des adresses identifiant son émetteur et son ou ses récepteurs. Qu'un ordinateur soit polyglotte ou pas, il doit indiquer à ses correspondants la langue dans laquelle il s'exprime. Chaque message contient donc typiquement un champ indiquant le langage du message. En pratique, ce langage est synonyme de l'application qui est supposée traiter le message tant du côté de l'émetteur que du côté du récepteur.
Maintenant, de quoi un protocole a-t-il besoin pour gérer les cas d'erreur? À cette fin, chaque message peut contenir ce qu'on appelle un code de détection d'erreur, ou CRC, qui signifie en anglais Cyclic Redundancy Check. Un CRC est en fait un résumé mathématique du message en quelques octets, typiquement 1, 2 ou 4 octets, voire un peu plus. La probabilité que deux messages aient le même résumé de n octets est évidemment de 1 sur 2 exposant 8n. Autant dire qu'elle est très faible si n est assez grand. Déjà, 1 sur 2 exposant 16, soit moins de 1,64 millième si n est égal à 2 octets. Si le message envoyé et ou son résumé subissent une erreur de transmission, le message et le résumé reçu ne colleront plus ensemble. Le récepteur en déduira donc une erreur de transmission. La question est alors, que faire dans ce cas? Outre un CRC, chaque message peut aussi contenir un champ indiquant s'il s'agit d'un message proprement dit ou de ce qu'on appelle un acquittement, c'est-à-dire l'équivalent d'un acquiescement oral ou d'une quittance de réception pour un courrier postal. En cas d'erreur de transmission, le récepteur peut renvoyer un acquittement négatif signifiant « Il me manque le message portant le numéro de séquence ci-joint, prière de le retransmettre ». Bien sûr, le message original peut être non seulement perturbé, mais même complètement perdu. De la même façon, un acquittement peut aussi se perdre dans le réseau. Dans un cas comme dans l'autre, l'émetteur ne peut pas savoir où en est le récepteur. Dans ce cas, après ce qu'on appelle un time-out de quelques secondes typiquement, sans acquittement, il peut automatiquement renvoyer le message original en faisant l'hypothèse que soit le message a été perdu, soit son acquittement a été perdu. Il résulte de cette dernière observation que le récepteur doit en fait toujours renvoyer un acquittement, qu'il y ait erreur ou pas. Sinon, l'émetteur ne peut pas savoir et va retransmettre inutilement, automatiquement, tous les messages. En l'absence normale d'erreur, le récepteur renvoie des acquittements positifs, signifiant donc bien reçu et bien compris. Ceci dit, il ne doit pas nécessairement acquitter la réception de chaque message individuellement. Il doit simplement renvoyer des acquittements assez fréquemment pour que l'émetteur ne retransmette pas inutilement des messages bien reçus. Par contre, tant que les messages semblent arriver régulièrement et sans erreur, le récepteur peut se contenter d'acquitter réception d'un seul message tous les n messages. En indiquant le numéro de séquence de ce nème message dans l'acquittement, cet acquittement vaut alors pour les n messages précédents. Outre qu'il limite le nombre d'acquittements nécessaires, ce facteur n joue un rôle prépondérant de régulateur. En effet, il autorise l'émetteur à envoyer les n messages suivants. Ce facteur n constitue ce qu'on appelle la fenêtre d'envoi autorisée. À défaut de ce facteur n, l'émetteur pourrait envoyer des messages plus vite que le récepteur ne puisse les recevoir. Pour le coup, des messages se perdraient et devraient être retransmis, ce qui saturerait inutilement les réseaux. L'ensemble des champs de contrôle du protocole que nous venons de voir constitue ce qu'on appelle l'entête, enveloppe ou header du message. Cette enveloppe est ajoutée avant son expédition et retirée après sa réception, exactement comme l'enveloppe d'un courrier postal.